Qu'est-ce qu'il dit en 2 mots? Il dit que les États, les empires, les grandes formations politiques, comme l'Empire islamique à l'époque des Abbassides, comme le sera plus tard l'Empire ottoman, comme l'Empire chinois, comme l'Empire romain, les grandes formations politiques sont essentiellement destinées à accroître la prospérité de leur peuple. C'est ça le but. Hein. Le but, c'est la prospérité des peuples. Ça n'est pas la guerre, hein. C'est la prospérité des peuples. Alors comment accroître la prospérité des peuples dans des sociétés dont les rythmes de croissance économique sont extraordinairement faibles? On sait peu ce que pouvait être la croissance économique dans les mondes anciens, étant donné qu'on n'y disposait pas de statistiques, mais si on fait ce simple raisonnement, qu'en gros, la croissance économique est à peu près parallèle à la croissance démographique, la croissance de la population, dont on a une vague idée, alors on s'aperçoit que la croissance économique a dû être, pendant l'essentiel de l'histoire, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et à quelques rares exceptions près, très très faible. Hein, c'est-à-dire qu'il a fallu, dans les premiers millénaires de l'histoire, il a fallu à peu près 2000 à 2500 ans pour que la population double. Si on pense que la croissance de la population est parallèle à la croissance de l'économie, alors pratiquement cela veut dire que les gens du Moyen-Âge, comme les gens de l'Antiquité d'ailleurs, ne voyaient pas avancer l'économie, ne mesuraient pas les progrès de l'économie, que ces progrès étaient tellement imperceptibles, tellement lents, que de génération en génération, les gens avaient l'impression que le monde ne bougeait pas, que le monde de l'économie et le monde de la démographie ne bougeaient pratiquement pas. Ibn Khaldoun a été le premier, probablement, à cause de la peste, à mesurer que s'il était impossible d'améliorer rapidement ou de faire progresser rapidement l'économie, il était possible de la voir régresser rapidement, en tout cas. Parce que la population s'est effondrée, évidemment, dans le monde islamique comme dans le monde chrétien, au moment de la peste. Dans les circonstances normales, c'est-à-dire lorsque la population et l'économie sont pratiquement étales, comment faire pour accélérer un peu le processus de création de la richesse? Eh bien, dit Ibn Khaldoun, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de prélever cette richesse par la coercition, de prélever cette richesse par une forme de contrainte, et cette contrainte, ça s'appelle l'impôt. L'impôt vous permet de rassembler cette richesse, et donc les hommes qui vont avec cette richesse dans un centre qu'on appelle la ville, et la ville est nécessairement une capitale pour Ibn Khaldoun, puisque c'est l'impôt d'État qui s'y concentre, et cette concentration de richesse et d'hommes permet la diversification des métiers, nous dirions aujourd'hui les gains de productivité, qui permettent les seuls progrès possibles, qu'on peut ensuite répartir auprès de l'ensemble de la population, les seuls progrès possibles dans une société qui, spontanément, ne crée aucun progrès. Et il explique, il énumère d'ailleurs, tous les métiers qui sont impossibles hors de la ville, les métiers d'enseignants, par exemple, les métiers de médecins, les métiers d'artistes, les métiers de sculpteurs, d'ébénistes, de peintres, dont on n'imagine pas l'existence en dehors de ce rassemblement de compétences, de demandes et de richesses qu'est la ville. Mais ce processus, qui est un processus cumulatif, ce processus, il est fondamentalement contraint. Et donc, pour obtenir ce processus, vous devez obtenir l'impôt, et pour obtenir l'impôt, il vous faut désarmer les populations. C'est le cœur du processus impérial. Il faut que vous désarmiez l'essentiel des populations, et dans la mesure où l'État a besoin d'un peu de violence à la fois pour faire rendre à ces populations désarmées l'impôt, et surtout pour les protéger, puisqu'elles sont désarmées contre l'ensemble des prédateurs possibles, l'ensemble des tribus possibles,
ces populations, vous devez les faire venir précisément du monde sauvage. Hein. Ce sont des populations bédouines que vous devez faire venir du monde tribal, auxquelles vous confiez les armes à l'intérieur de l'Empire et qui assurent pour l'Empire la défense de ces populations. Sinon que ces populations tribales, évidemment dans la mesure où elles ont les armes et dans la mesure où elles défendent les populations de l'Empire, ils prennent spontanément le pouvoir. Donc, a priori, dit Ibn Khaldoun, c'est un des corollaires de sa théorie, le pouvoir est toujours étranger. Dans l'Empire. Hein, ce n'est pas une caractéristique de l'Empire islamique, hein, c'est une caractéristique de l'Empire aux yeux d'Ibn Khaldoun. Hein. Le pouvoir est toujours étranger puisqu'il désarme fondamentalement ces populations et qu'il fait venir la violence dont il a besoin de ses confins barbares, de ses confins tribaux, de ses confins bédouins. Mais ça explique aussi que les empires soient très fragiles militairement et que de temps à autre, une grande vague bédouine puisse emporter les faibles défenses de l'Empire parce que l'Empire n'a pas pour but essentiel de se protéger ni de faire la guerre, il a pour but essentiel d'accroître la prospérité. Et cette croissance de la prospérité va avec un désarmement, le cas échéant, dangereux dans la mesure où il rend l'Empire vulnérable. Les grandes invasions sont donc inévitablement rendues possibles, ne sont rendues possibles que par les empires. Il n'y a pas de grande invasion possible avant qu'il y ait des empires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conquérants avant qu'il y ait des conquis. Hein, ce sont les conquis qui expliquent les conquérants, et non pas le contraire. C'est-à-dire que Alexandre le Grand ne peut être Alexandre le Grand qu'à partir du moment où l'Empire perse a fondamentalement désarmé, et avant lui probablement l'Empire assyrien, a fondamentalement désarmé les populations qu'il avait sous son autorité.